Il est étonnant que les meurtriers de Quentin aient eu plus de 72 heures de liberté pour pouvoir éventuellement organiser la dissimulation de preuves, Mhm. organiser leur stratégie de Oui, c'est quand défense, même très long. organiser leurs alibis. Et à côté de ça, en effet, le gouvernement a annoncé envisager la dissolution de 2 structures politiques. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Larty, porte-parole de l'ASLA, une association créée en 2021 qui, comme son nom l'indique, soutient les lanceurs d'alerte. Bonjour Pierre Larty. Bonjour. Avant d'aborder l'actualité tragique, j'aimerais revenir avec vous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, sur la création de votre association, puisque vous affirmez être né face à une répression croissante des voix patriotes. Ma question est donc, pourquoi avoir fondé l'ASLA et que défend-elle concrètement ? Alors, si vous voulez, l'ASLAS, ça a été créé en 2021 dans une période trouble où le gouvernement était dans une logique très répressive des structures et des mouvements patriotes, de droite, identitaires. Et donc, le réflexe initial a été de s'organiser, de créer cette association pour assurer le soutien juridique, la défense juridique de ces structures. Donc, initialement, on est le bouclier de la droite patriote via les tribunaux. Et puis, fort de certains succès, on s'est dit qu'on allait aussi un peu diversifier notre manière d'agir. Et donc, pour compléter la métaphore guerrière, aujourd'hui, on est aussi le fer de lance, puisqu'on a décidé d'avoir aussi une vision ou des stratégies plus offensives, où on va aller un peu piquer les adversaires politiques. Alors c'est comme ça qu'on a été piqué SOS Méditerranée en faisant annuler des subventions. C'est comme ça qu'on a été faire annuler des interdictions de manifester. Je pense notamment celle qui avait été émise par Laurent Nunez, alors préfet de Paris, qui avait interdit un hommage à Thomas. Vous savez, c'est ce jeune Français qui avait été tué par une bande de racailles à Crépol. Voilà, donc là, cela, initialement, c'est un bouclier. Et aujourd'hui, c'est aussi le fer de lance de la défense des mouvements et des intérêts patriotes dans les tribunaux. Pierre Larty, la France a récemment été marquée par le drame de la mort de Quentin Derenque, lynché à mort à Lyon. 3 jeunes présents à ses côtés ce jeudi 12 février ont fait appel à vous, et notamment pour les accompagner dans un dépôt de plainte, il me semble. Pourquoi ont-ils besoin de votre soutien ? Déjà, on doit les remercier de faire confiance à l'ASLA. C'est-à-dire que c'est eux qui sont venus à nous en disant on a besoin que justice soit faite pour Quentin, on a besoin que justice soit faite pour nous-mêmes, parce que ce sont des victimes. Ils ont vu leurs copains tomber sous les coups de ces antifas d'extrême gauche. Et donc, leur volonté première, c'est que justice soit faite. Mais vous savez, justice soit faite, en France, ça a quand même un coût. Ça a un coût évidemment financier, ça a un coût procédural, ça a un coût moral, ça a un coût humain, parce que derrière, ce sont des attaques qui continuent pendant ces procédures judiciaires. Et donc, ils ont demandé à l'ASLA d'être à la fois leur relais judiciaire. Donc, c'est nous qui avons mis nos avocats à disposition depuis le dépôt de plainte et donc jusqu'à la tenue du procès. Et puis, ils ont demandé à l'ASLA aussi de porter leur voix et leur message dans les médias. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'honneur de représenter ces 3 victimes, parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire tant sur la manière dont les choses ont été traitées par une partie des médias, avec une volonté de cacher le lien entre l'extrême gauche et ce lynchage à mort. Et puis il y a une volonté aussi de faire condamner les meurtriers de Quentin, qui, pour ces 3 victimes, sont clairement associés à l'extrême gauche. Pour eux, c'est un meurtre politique. Quentin a été tué, lynché à mort, parce que, identifié comme tel, sans même en avoir la preuve, identifié comme tel, comme un camarade politique, un militant politique. Et donc voilà la démarche de ces trois victimes. Et depuis ce drame, quel est leur quotidien pour ces 3 victimes ? Alors déjà, il faut imaginer, ils sont meurtris dans leur chair, ils ont été blessés, il y a des ITT, il y a des fractures, il y a des coups qui ont été encaissés.
j'ai envie de dire. Donc déjà, physiquement, il y a une blessure, il y a une souffrance. Après, il y a évidemment un traumatisme psychique. Vous ne ressortez pas d'une bagarre avec d'une violence inouïe, d'une agression, d'une violence inouïe, sans en être totalement indemne psychologiquement. Donc pour certains, il y a des cauchemars, il y a des troubles du sommeil, il y a des anxiétés récurrentes. Voilà. Et puis aujourd'hui, au dramatique, on a rajouté de l'indécence, c'est-à-dire que des antifas, des militants d'extrême gauche ont continué leur harcèlement en divulguant leurs données personnelles, leurs numéros de téléphone, leurs adresses, leurs employeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces 3 victimes, elles reçoivent des menaces de mort. Hein. On en a eu copie, des menaces de mort par message, des menaces de mort par téléphone. Il y a des pressions qui sont exercées auprès des employeurs et du coup, les employeurs réagissent en voulant éventuellement mettre fin aux relations de travail. Donc si vous voulez, ces 3 victimes, non seulement elles ont été victimes de cette attaque d'extrême gauche, elles en ont vécu dans leur chair et dans leur psychisme les marques, les stigmates. Et puis ça continue avec ce doxing, ça continue avec ce harcèlement. Voilà, donc elles sont dans un état d'esprit combatif parce que vous n'allez pas porter plainte, vous n'allez pas au tribunal sans avoir volonté et courage que justice soit faite. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas une situation facile pour ces 3 jeunes qui, je rappelle, sont des jeunes sans aucun casier judiciaire, tout à fait insérés dans la société, avec pour certains des boulots, des parcours étudiants. Et voilà, et donc aujourd'hui, faut le vivre. Faut le vivre aussi quand on est leurs parents, leurs frères et sœurs. C'est pas évident, mais ce sont des garçons courageux qui veulent que justice soit faite. Et donc ils vont aller jusqu'au bout de leur démarche pour Quentin et pour eux-mêmes. Et qu'en est-il des militantes du collectif Némésis qui étaient présentes ce jeudi 12 février ? Alors nous, là, on n'a pas de contact à ce titre avec le collectif Némésis. J'imagine, mais il faudra demander aux responsables de Némésis, j'imagine que la situation est dure à vivre parce qu'il y a une inversion accusatoire énorme. On est aujourd'hui quasiment en train de dire sur certains plateaux ou dans certaines structures politiques que c'est de la faute de Némésis si Quentin est mort. Non, c'est pas de la faute de Némésis, c'est de la faute de cette jeune garde, de ces militants d'extrême gauche, de cette milice privée assimilée à Jean-Luc Mélenchon, qu'il qualifiait d'ailleurs d'allié quelques jours auparavant. C'est en aucun cas la faute de Némésis. Némésis a le courage de porter un message féministe qui est un peu différent des mouvements féministes, on va dire mainstream, classiques, étatiques presque. Voilà, et donc je persiste ces signes. Il y a une inversion accusatoire qui est dégueulasse à l'égard de Némésis, et j'imagine que c'est pas évident à vivre, mais j'imagine aussi, connaissant certaines de Némésis, que ça va pas enfreindre leur détermination. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que malgré ce contexte, la cible prioritaire dans les débats médiatiques et politiques, on l'a même vu là, après ce rassemblement à Lyon du week-end dernier, la cible, ça reste l'extrême droite. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, on va vous parler d'extrême droite pour des commodités de langage, mais il est étonnant que les meurtriers de Quentin aient eu plus de 72 heures de liberté pour pouvoir éventuellement organiser la dissimulation de preuves, organiser leur stratégie de défense, c'est quand même très long. Organiser leurs alibis. Et à côté de ça, en effet, le gouvernement a annoncé envisager la dissolution de 2 structures politiques, notamment Patria-Albigès. Alors, Patria-Albigès, c'est quoi ou c'est qui ? C'est un mouvement de militants politiques qui a pour but de dénoncer l'immigration excessive, l'insécurité, de faire appel aux traditions françaises. Je veux dire, on est loin de la menace en termes d'ordre public. Donc, si vous voulez, on a du mal à comprendre, si ce n'est un calcul politique assez machiavélique de la part du gouvernement, voilà, une fois de plus, de donner des gages à gauche en disant, regardez, on va traiter le problème, mais on va traiter le problème en allant taper sur des structures innocentes, sur des structures qui ne posent pas de troubles à l'ordre public. Et donc, on envisage ces dissolutions. Il y a un 2 poids 2 mesures qui est extrêmement gênant, si vous voulez. Pourquoi mettre tant de temps à réagir dans l'affaire Quentin ? Et une fois de plus, je ne mets pas en œuvre le travail de la police. Dans ces cas-là, la police, elle a aussi des consignes éventuellement de l'ordre judiciaire. Donc, voilà, pourquoi mettre tant de temps à réagir, avec aussi une complicité médiatique et politique, notamment à gauche, et puis taper complètement à côté de la plaque. Il y a vraiment probablement un calcul politique, il y a peut-être une incompréhension de la situation, mais j'en doute.
Voilà, et puis on est encore coutumier, encore récemment, puisqu'on a vu une structure, un mouvement politique qui s'appelle les Natifs, vous savez, c'est un collectif identitaire, qui, en réaction au meurtre en bande de Quentin, avait aspergé de faux sang une permanence LFI à Paris. Et la réaction étatique a été extrêmement virulente, extrêmement rapide, puisqu'ils ont été convoqués quelques heures après par la brigade des quartiers sensibles. D'ailleurs, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire à Paris, en Ile-de-France, pour cette brigade, que de taper sur des militants politiques au casier vierge et à l'action pacifique et symbolique. Voilà, et donc... en effet, on a l'impression qu'on est toujours dans la continuité de cette stratégie d'inversion accusatoire. Ça commence sur les plateaux médiatiques et puis ça se finit après dans la répression. On va aller taper des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire Quentin. On va aller taper sur des gens... en fait, on instrumentalise la force publique à des fins politiques. Macron profite de cette période trouble pour pouvoir taper sur des mouvements qui viennent critiquer son action ou son inaction en termes de lutte contre l'immigration clandestine, en termes d'insécurité notamment. Oui, c'est donc une diabolisation à sens unique, mais dans cette diabolisation, vous considérez que tous les politiques sont coupables ? Alors, je pense qu'on a vécu quand même une période intéressante en termes d'unité d'une partie du monde politique. Il y a quand même eu globalement, pas partout, notamment à gauche, une dénonciation de ce meurtre et ce lynchage à mort de Quentin. Il y a eu des démonstrations, notamment un hommage qui a été rendu à Paris la semaine dernière, où différentes personnalités de la droite patriote en France se sont réunies, du Rassemblement national, en passant par Reconquête et des élus sans étiquette particulière à droite, qui se sont réunis pour rendre hommage à Quentin. Donc il y a quand même des choses positives. Mais en effet, il y a une diabolisation un peu à sens unique qui émane de la gauche, qui est reprise par les médias mainstream. Et puis voilà, et puis c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que puisque CNews le dit, forcément, forcément c'est faux, c'est un peu le discours qu'on entend. Puisqu'on entend que sur Europe 1, Quentin a été tué à mort par des antifas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de faux dans ce qui est dit, puisque c'est Europe 1, c'est Bolloré, etc. Donc voilà, la stratégie d'inversion accusatoire, elle est multipliée sous tous les angles, je vous ai dit, hein, médiatiquement, judiciairement, sous l'angle aussi de la répression policière. Voilà, et donc charge à nous, et c'est aussi le message des trois victimes, de vouloir faire porter leur message médiatiquement pour qu'on puisse rappeler ce qui s'est réellement passé. Et il faut toujours partir des faits. Un meurtre, un lynchage à mort d'une personne. Il y a au moins 6 individus, c'est le procureur de la République qui l'avait dit lors de sa conférence de presse, au moins 6 individus qui ont été vus en train de sauter sur le corps de Quentin inanimé. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans de la rixe, on n'est pas dans de la bagarre, on n'est pas dans de la provocation. Voilà, il y a des gens qui ont osé faire ça, vraisemblablement pour un motif politique. Et concernant le motif politique, est-ce que l'ASLA a déjà été confronté à la jeune garde ? Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur qui est la jeune garde ? Alors, on est confronté à la jeune garde parce qu'en fait, Éric Zemmour nous a fait confiance en nous demandant de l'accompagner sur une plainte à l'égard de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, qu'on ne présente plus, député LFI, fondateur de la jeune garde, et visiblement très embêté dans cette affaire puisqu'une partie de son personnel, si ce n'est l'intégralité, est concerné directement par le meurtre de Quentin. Et donc, c'est ce même Raphaël Arnaud qui n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'après avoir, pendant encore ces quelques dernières années, vécu à coups de poing dans la rue son militantisme, eh bien, malgré le costume de député qu'il a endossé, s'est permis de dire à Éric Zemmour qu'il allait le dézinguer. Voilà. Et donc Éric Zemmour a réagi en disant on va aller traiter ce point au tribunal. C'est le même Raphaël Arnaud qui avait menacé Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, de lui mettre une balle dans la tête. Donc si vous voulez, on connaît la jeune garde, on connaît Raphaël Arnaud par rapport à ce prisme judiciaire qui est celui de l'ASLA. Et puis Raphaël Arnaud, c'est un coutumier du fait. Les gens qui découvrent son pédigré aujourd'hui sont des naïfs. Parce que ça fait bien longtemps, notamment quand il avait été investi par la France Insoumise, enfin par le nouveau Front Populaire, pour devenir député, que certains tirent la sonnette d'alarme en disant « est-ce que le costume est bien taillé pour ce monsieur qui est plus habitué des tribunaux et des commissariats de police que des bancs de l'Assemblée nationale ?» Alors d'ailleurs, pour continuer sur Raphaël Arnaud, j'aimerais vous faire réagir
à un tweet qui a été posté par le collectif Némésis. Je vous le lis. On sait pourquoi Raphaël Arnault a mystérieusement disparu. Absence de mention de la cessation de ses activités au sein de la Jeune Garde. Non-déclaration des engagements de certains de ses collaborateurs parlementaires au sein de la Jeune Garde. Et discordance quant au nombre exact d'assistants parlementaires déclarés. Qu'en pensez-vous ? C'est un voyou. En fait, c'est un voyou. Il a commencé son pseudo-militantisme politique dans la rue, je vous ai dit, à coups de poing. C'est ça, hein, la Jeune Garde, les antifas, l'extrême gauche, on milite par les poings. Et puis, finalement, il a continué sa voyoucratie feutrée dans les bancs de l'Assemblée. C'est un voyou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une partie même de la gauche qui demande sa démission. Hein, Marine Tondelier, notamment. Elle l'a demandé, c'est pas tenable. On ne peut pas avoir un représentant de la nation française qui est condamné et qui se comporte encore comme un voyou. Je veux dire, il n'y a même pas une notion de pardon dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est un voyou, c'est un menteur, il trafique les règles, il s'en affranchit. Et donc, là, je dirais que c'est, comment dire, c'est dans l'ordre pas de l'acceptable, mais en tout cas, moralement, c'est relativement bénin comme infraction. Mais par contre, l'affaire et l'enquête autour de la mort de Quentin le confirmera ou pas. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est mouillé directement dans le meurtre de Quentin. Je veux dire, c'est quand même ces assistants parlementaires qui sont en première ligne de cette agression. C'est quand même ces assistants parlementaires dont les noms sont traficotés à l'Assemblée nationale. Et donc, à un moment donné, je pense que Raphaël Arnault, il a un avenir judiciaire assez sombre devant lui pour peu que justice soit faite. Et vous pensez que les réponses judiciaires vont être rapides ? Alors, je ne sais pas si elles doivent être rapides, parce que je préfère une justice lente mais juste qu'une justice rapide mais injuste. Par contre, au regard des premiers éléments qui sont accablants pour Raphaël Arnault, accablants, hein, je rappelle, l'intégralité de son personnel politique est concernée de près par cette agression à mort de Quentin. Au regard des dernières trouvailles sur, je vous disais, ces pseudonymes qui avaient été utilisés à l'Assemblée nationale ou alors ces déclarations qui n'ont pas été faites, à un moment, je veux dire, il y a une règle de droit, elle n'est pas appliquée. Tout juge qui fait correctement son métier, qu'importe son idéologie politique, devra condamner Raphaël Arnault. Voilà. Et donc, en fonction du calendrier judiciaire, j'espère que ça arrivera le plus vite possible, à mon sens, et j'espère, avant 2027, parce qu'il est nécessaire que les Français aient connaissance du pédigré de ce bonhomme pour qu'il puisse évidemment ne jamais être réélu à l'Assemblée nationale en 2027. Vous l'avez dit, mais vous défendez plusieurs groupes militants qui se trouvent sous forte pression judiciaire, comme le groupe identitaire Les Natifs. Et justement, après l'hommage du 13 novembre dernier, plusieurs militants des Natifs ont été perquisitionnés et placés en garde à vue. Les autorités évoquent une, je cite, provocation à la haine et une mise en danger d'autrui. Comment vous défendez cela ? Alors, déjà, les Natifs, collectif identitaire, ils vivent une réelle persécution judiciaire. Hein. Il y a cette action du 13 novembre, et puis quelques jours après, rebelote sur un autre sujet, Lola, le procès Lola, et puis quelques semaines après, rebelote avec les permanences et les filles. Ils sont toujours ciblés, il n'y a jamais un blessé, il n'y a jamais un trouble à l'ordre public, mais ils sont toujours ciblés. Sur le cas précis du 13 novembre, l'ASLA, nous les accompagnons dans cette histoire. Alors, le motif principal, incitation à la haine, à la discrimination, je rappelle juste la banderole, Bataclan, 10 ans après, l'ennemi est toujours là. Je ne sais pas ce qu'il y a de raciste, je ne sais pas ce qu'il y a de discriminant dans cette histoire. On peut avoir un débat d'idées sur est-ce que l'ennemi est toujours là ou pas après les attentats du Bataclan. Je constate que malgré le Bataclan, les attentats islamistes en France se sont perpétrés encore après. On pense à Nice, on pense à d'autres, enfin Nice à plusieurs reprises, à d'autres attentats. Donc, factuellement, on peut avoir un débat d'idées sur est-ce que ce que disent les Natifs est vrai ou pas sur cette banderole, mais en tout cas, en aucun cas, on peut se permettre de dire que c'est une provocation à la haine raciale. Voilà, et donc les Natifs, en fait, l'État instrumentalise l'outil judiciaire à des fins politiques. L'idée, c'est pas tant
que le droit se fasse respecter. L'idée, c'est de taper sur une structure militante assimilée à la droite patriote, à la droite identitaire, pour pouvoir les décourager, arrêter leurs actions de terrain, leur militantisme. Et parce que les natifs, il faut reconnaître qu'ils ont une certaine caisse de résonance aujourd'hui, et leurs actions, elles sont reprises dans les médias, elles sont commentées, analysées. Et ça dérange. Ça dérange pourquoi ? Parce que les messages portés par les natifs, qui est celui de la question de l'immigration, qui est celui de la question de l'insécurité, ça dérange Macron et son gouvernement, qui a été le président de l'ultra-immigration et de la France Orange Mécanique. Donc, voilà, les natifs vivent une répression judiciaire quasi sans précédent parce que Emmanuel Macron et son gouvernement veulent les censurer politiquement. Mais donc, pour les censurer en les perquisitionnant, etc., sur quel problème juridique s'appuie-t-il concrètement ? Vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une base juridique extrêmement solide au démarrage de ces actions judiciaires, une perquisition, une garde à vue, voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir le droit avec vous au démarrage, sous couvert évidemment des respects des garanties et de la procédure, mais voilà, l'idée c'est, vous savez, quand la police rentre à 5-6 chez vous à 6h du matin et que vous êtes encore endormi avec vos parents et vos frères et sœurs, qu'on vous met au centre d'un appartement tous ensemble, que tout le monde, que les policiers sont habillés en noir, que vous êtes menottés, emmenés, voilà, et que ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, et que vous passez 48 heures en garde à vue, à un moment donné, je dirais pour les moins téméraires, ça devient compliqué à assumer. Ça devient compliqué à assumer des jours d'absence injustifiés devant un employeur ou à la fac. Donc si vous voulez, l'idée, une fois de plus, c'est d'instrumentaliser les prérogatives publiques, d'instrumentaliser l'outil judiciaire pour décourager les natifs, pour décourager les lanceurs d'alerte de droite, parce que, non pas qu'ils soient dans l'illégalité, mais parce qu'ils sont dans l'illécité morale, et parce qu'ils sont opposés à l'immigration, parce qu'ils sont opposés à cette insécurité galopante, parce qu'ils ont une vision un peu différente, probablement d'Emmanuel Macron, sur ce que doit être la France. Et voilà, et donc il y a une volonté politique. Mais vous savez, je cite Emmanuel Macron, et on l'a vu dans cette histoire Quentin, il y a une alliance objective entre la gauche et la Macronie. J'ai envie de dire de Macron à Mélenchon, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes stratégies, censure, inversion accusatoire, répression. Voilà, entre Macron et Mélenchon, ils pensent exactement la même chose sur la manière de faire taire ces lanceurs d'alerte de droite. Mais dans ce cas-là, quid des partis de droite tels que le Rassemblement national, UDR et le parti d'Éric Zemmour ? Est-ce qu'eux soutiennent ces militants ? Alors, ce n'est pas tout à fait le rôle premier de ces structures institutionnelles de soutenir des mouvements d'agit-prop de droite, quoique, mais si vous voulez, j'ai envie de dire qu'il y a un rôle complémentaire. Quand vous déployez une banderole demandant justice pour Lola devant le tribunal de Paris le jour du procès, et que vous avez des relais à l'Assemblée, alors avec d'autres mots, avec un autre style, voilà, il y a une forme de complémentarité entre la politique activiste et la politique institutionnelle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut analyser, de mon point de vue, le phénomène. D'ailleurs, il semblerait que vous ayez d'autres affaires en cours. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'affaires en cours, ce qui est un mauvais signe. C'est le signe du temps qui est quand même celui du temps de la censure. Mais vous avez aussi des victoires. Mais on a des victoires, et ça c'est la bonne nouvelle. On a notamment eu hier une nouvelle victoire contre un vieil adversaire, SOS Méditerranée. Vous savez, c'est cette ONG qui, sous couvert d'aide humanitaire, rapatrie migrants sur le sol européen. Et donc avec un réel discours immigrationniste. Hier, l'ASLA, avec Gauthier Boucher et l'URN, nous avons fait sauter une nouvelle subvention qui avait été votée par la ville de Saint-Nazaire, 10 000 €, qui avait été donnée à SOS Méditerranée. Alors, sous couvert d'humanitaire, en fait, la subvention, elle n'était absolument pas orientée spécifiquement sur l'action humanitaire. Elle pouvait évidemment couvrir des frais de communication, des frais de propagande. Et c'est ça qu'a retenu le Conseil d'État, et donc a dit non, la subvention elle est illégale, il n'y a aucun moyen de contrôle quant à savoir si ces 10 000 € vont être effectivement utilisés ou pas à des fins humanitaires. On avait déjà gagné sur un cas précédent à Montpellier,
Donc on a fait sauter de l'argent à plusieurs reprises qui a été versé gracieusement à SOS Méditerranée. Et SOS Méditerranée vit beaucoup grâce aux collectivités territoriales. La subvention publique est une manne financière non négligeable pour SOS Méditerranée. Voilà, ça c'est une victoire. On a gagné, on a fait sauter des interdictions de se réunir ou de manifester. Je vous avais cité celle qui avait été prononcée par Laurent Nunez, préfet de Paris, envers un hommage pour Thomas à Crépol. On a gagné aussi, avec l'Institut Iliade, on a fait sauter une interdiction de se rassembler en vue d'un colloque pour l'Institut Iliade, toujours le même Laurent Nunez. On a fait reculer Meta qui avait fait une vague de censure de comptes de lanceurs d'alerte de droite, du collectif Némésis, du Média Frontières et d'autres. Et donc, avec la pression qu'on a mis et l'action de nos avocats, Meta France a plié et puis a restauré tous les comptes sans aucun compromis à notre égard. Donc on a gagné. Voilà, c'est quelques victoires de l'ASLA. Il y en a d'autres. En 2025, l'ASLA, c'est une victoire par mois. C'est 12 victoires dans l'année. C'est-à-dire qu'à 12 reprises, par notre action, par le soutien de nos donateurs et de nos sympathisants, par le courage de ceux qui nous aident à mener l'action et grâce à nos avocats, à 12 reprises, on a soit des islamistes, soit des progressistes, soit des macronistes, soit des gauchistes qui ont un genou à terre. Voilà, donc c'est encore possible de faire gagner les lanceurs d'alerte de droite dans les tribunaux aujourd'hui, malgré un contexte ambiant qui n'est pas évident, malgré une volonté de censure du gouvernement à travers des projets de loi comme le projet de coalition voulu par Aurore Bergé pour contrôler la pseudo-haine en ligne qu'on confierait à des associations toutes politisées comme le planning familial, comme SOS Racisme, comme SOS Homophobie par exemple. Mais c'est aussi la volonté de Macron de labelliser l'information. Est-ce qu'Omerta demain aura le label Macron ou pas? Voilà, donc si vous voulez, on vit des temps difficiles, on vit des temps assez obscurs, mais on a encore des possibilités de s'organiser et de gagner efficacement. Et c'est ce que nous, on essaye de faire au niveau de l'ASLA pour porter ces lanceurs d'alerte et que l'outil judiciaire ne soit pas détourné de sa finalité première, à savoir rendre justice et non pas bâillonner, censurer, décourager. Et vous avez également défendu Éric Zemmour? Alors on défend Éric Zemmour, je vous disais, contre Raphaël Arnaud et puis contre d'autres attaques, menaces de mort en l'occurrence, dont il a été victime. Voilà, donc les procédures sont en cours. Pour l'instant, l'audience ne s'est pas encore déroulée, donc on n'a pas encore matière à vous donner beaucoup plus d'infos que ça. Ce qui est certain, c'est que, notamment face à Raphaël Arnaud, le pédigré de M. Arnaud devrait quand même peser dans la balance et jouer en la faveur d'Éric Zemmour et de l'ASLA pour que un juge reconnaisse bel et bien que Raphaël Arnaud a bien prononcé une menace de mort à l'encontre d'Éric Zemmour. Mais l'avenir nous le dira, dans quelques semaines on le saura. Et pour nos auditeurs qui nous regardent, comment aider l'ASLA? Alors, notre particularité, vous savez, on n'est pas une structure mainstream ou de gauche, donc on n'a pas de subvention publique. Ça nous permet d'avoir une indépendance d'esprit, c'est une bonne chose. Mais du coup, on est financé à 100% par nos donateurs. Donc il y a deux manières de nous aider. Il y a une manière très concrète et il y a une manière essentielle. La manière concrète, c'est de nous suivre via nos réseaux sociaux, de partager nos publications, de nous aider à gagner en audience. Et puis, la manière essentielle, c'est aussi de nous aider financièrement. Voilà, même le plus petit don compte. Vous savez, quand un donateur il donne 20 €, et ben derrière, ça nous permet de financer un avocat pour aller soutenir des natifs en garde à vue, pour aller financer des procédures en Conseil d'État qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et voilà, de pérenniser des règles de droit qui soient contre la censure. Voilà, donc si les gens veulent nous aider, ils peuvent aussi évidemment nous faire un don qu'on renverse intégralement à notre action judiciaire, à notre action de soutien à ces lanceurs d'alerte patriotes. Pierre Larty, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que notre dernier mag antimondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe, est toujours disponible dans près de 5000 kiosques partout en France et depuis notre site internet. Et je vous dis à très bientôt.